Mesdames, Messieurs, bonjour. Je parlerai aujourd'hui de Benvenuto Cellini, de ce voyage et notamment de son séjour en France à la cour de François Ier. Le séminaire aurait dû porter sur le Greco. J'avais invité à cette raison le professeur Fernando Marias de Madrid, mais il est bloqué dans l'aéroport. Vraisemblablement, il ne pourra pas être parmi nous. Je le regrette. C'est un thème important, le Greco, figure charnière des contacts entre les deux mondes. Je vais essayer d'obtenir quand même sa permission de l'intégrer dans le programme du colloque final de cette chaire qui aura lieu le 6 juin, si je ne m'abuse pas. Donc, pour ne pas perdre sa collaboration précieuse et aussi un thème tellement passionnant comme celui du Greco. Je vais me permettre aussi, en disposant un peu plus de temps, si je dépasse avec 5 ou 10 minutes, j'espère que ça ne fera pas problème, donc, puisqu'on n'a pas d'invité aujourd'hui. Donc, je vais un peu plus calmement. Merci. L'été de 1545, après 5 années passées en France, Benvenuto Cellini, que vous voyez dans un portrait, probablement d'après original perdu de Vasari, et puis dans un autre portrait dû probablement à Bronzino. Donc, en 1445, Cellini pense de quitter la France, qu'il avait accueilli en fugitif, et rentrer en Italie. Il s'apprête à prendre congé du roi, et je vous donne une citation de ses mémoires. Je suppliais Sa Majesté de m'accorder cette grâce, d'autant plus que c'était alors, en vérité, temps de faire la guerre et non de faire de statues. Cette allégation pourrait laisser croire que le sculpteur et orfèvre italien aurait fait une séparation nette entre l'activité artistique et l'activité guerrière. Un regard dans son curriculum nous conduit à nuancer profondément cette impression. Né en 1500 à Florence, il doit à peine 16 ans quitter la ville pour Sienne à cause d'une ris, pour fuir encore une fois, cette fois-ci à Pise. On le trouve à Rome en 1519, d'où il revient à Florence en 1521 pour quitter encore une fois la ville accusée de sodomie. À Rome, les ennuis avec la force publique s'enchaînent, mais en 1527, pendant le sac de Rome, ils seront utiles dans les opérations de défense du Castel Sant'Angelo contre les troupes impériales, tue lui-même l'un des officiers de Charles Quint, Charles de Bourbon, blesse un autre, le prince d'Orange, et gagne les faveurs du pape Clément VII. Vous le voyez ici dans une médaille faite par Cellini lui-même. Les faveurs donc du pape Clément VII, dans un second moment du pape Paul III, qui le protège en dépit de sa vie turbulente, vous avez vu, qui n'exclut pas des assassinats, pour être enfin emprisonné en 1538, accusé de meurtre et de détournement de métaux précieux. Il sera libéré à la fin de l'année 39 par le cardinal Ippolito d'Este sur les insistances du roi de France, et il quittera l'Italie. Dans son autobiographie, dictée et partiellement rédigée vers la fin de sa vie, il ressort que le voyage en France ressembla plutôt à une fuite, encore une. Non pas dépourvu d'incidents. À cheval, portant une cotte de maille à manches, il a toujours main à la dague et empoigne parfois l'arquebuse en laissant des morts et des blessés derrière lui. Mais le voilà enfin devant François Ier, qu'il aura probablement déjà rencontré lors d'un bref séjour antérieur. Cette médaille le démontre. Première rencontre avec le roi. Et je vais m'appuyer beaucoup sur les mémoires de Benvenuto Cellini qui sont un peu... c'est un grand texte littéraire, passionnant à la lecture, parfois gonflé, donc l'ego de cet artiste est évident, mais d'une façon paradoxale, assez bien documenté. Il reste, malgré les exagérations, dans le sillage, disons, d'une documentation et d'une vérité historique. Alors, première rencontre avec le roi.
C'est le cardinal Ippolito d'Este, ayant appris, Ippolito d'Este, donc informa de mon arrivée le roi, il est déjà en France, qui voulut immédiatement me voir. Je me présentai à Sa Majesté avec le bassin et les guillères, donc il vient déjà des œuvres d'art. Benvenuto, dit le roi. Donne-toi du bon temps pendant quelques jours, mets-toi le cœur en joie, et ne songe qu'à faire bonne chère. Pendant ce temps, nous songerons à te donner toute facilité pour que tu puisses exécuter quelques chefs-d'œuvre. Et en effet, le séjour de Cellini en France sera ponctué, disons, par des chefs-d'œuvre, donc par des œuvres d'une qualité exceptionnelle, qui auront toutes ces œuvres une qualité spéciale que j'essaierai de mettre en avant dans mes commentaires. Une ambition peut-être démesurée, je peux déjà anticiper, de réaliser donc des grands exploits, des œuvres, et j'anticipe, presque munies de vie, de mouvement, d'âme. C'est une des caractéristiques sur lesquelles je voudrais insister. Alors, les facilités seront bien communiquées, les facilités promises par le roi. Je donne quelques repères économiques. Comme toujours, ces repères économiques sont très importants, mais il y a un contexte spécial dans ces repères financiers et économiques. Et je cite pour cette raison, disons, les facilités données par François Ier. Notre souverain, le roi très chrétien, on lui dit, vous a spontanément alloué le même traitement qu'il servait au peintre Léonard de Vinci. Alors ça, c'est déjà extraordinaire. Alors vous savez très bien, Léonard de Vinci, qui passe ses dernières années en France, adulé par le roi, selon la légende, il aurait expiré, disons, dans les bras du roi, le même traitement qui servait au peintre Léonard de Vinci, c'est-à-dire 700 écus par an. De plus, il vous paiera tous les ouvrages que vous lui ferez. De plus encore, pour votre bienvenue, il vous accorde une gratification de 500 écus d'or qu'il a donné ordre de vous verser avant que vous ne partiez d'ici. Quand le cardinal eut fini de parler, je lui répondis que c'était là des offres dignes d'un monarque aussi magnifique. Donc il a su bien répondre. Il y a cette rhétorique qu'il aura appris par ses expériences antérieures. Mais parlons plutôt des chefs-d'œuvre dont il se prend charge. La première d'entre elles, et d'ailleurs, je dirais la seule, le seul chef-d'œuvre qui lui fut commandé expressément, c'est perdu. D'autres vont intervenir, mais proviennent plutôt de l'ambition, de l'initiative de Benvenuto Cellini. Mais la première, c'est perdu, mais on peut s'en faire une idée en nous appuyant sur certains documents. Iconographie textuelle, et je vais essayer de le faire ici pour vous. Il s'agit de la statue de Jupiter, d'une grandeur imposante, que le roi lui aurait commandé lors d'une des premiers entretiens. Alors, je reviens au texte. Le lendemain, j'allais remercier au roi pour les facilités qu'il lui avait octroyées. Il m'ordonna d'établir les modèles de 12 statues d'argent dont il attendait faire autant de flambeaux qui seraient placés autour de sa table. Elle devait représenter Dieu, 6 dieux et 6 déesses, et d'être exactement de la taille de Sa Majesté. Alors ça, c'est très intéressant. Vous savez très bien que François Ier est très, très grand, presque 2 mètres, donc on peut calculer. Il n'avait guère moins que 4 brasses de hauteur. Alors, 12 dieux, le premier aurait été le Jupiter, notamment le père de tous les dieux. Les enjeux de cette œuvre sont importants en dépit de sa disparition.
les deux appuis iconographiques qui nous aident à comprendre les enjeux de cette œuvre sont les suivants. Il s'agit de cette gravure datant de 1550, due à Léon d'Avent, et puis une représentation beaucoup plus réduite de par ses dimensions, ce Jupiter en bronze qui décore le socle du Persée, du grand Persée, réalisé beaucoup plus tard par Cellini à Florence. Donc, entre les deux, il faudra s'imaginer, voire à l'aide de ces deux œuvres, on pourrait s'imaginer ce que cette œuvre aurait dû être. Les autres œuvres importantes réalisées par Cellini en France sont nées, je le dis, plutôt de son ambition, facilitée aussi par la flexibilité, voire par la magnanimité du roi, lequel, à la fin, dans une conversation célèbre, excédé, réagit. Donc il y a cette scène dans laquelle le roi en a assez de tous les projets céliniens qu'il ne comprenait peut-être pas dans leur totalité. Il voulait premièrement cette statue qui tardait, et à un certain moment, il exploite. Alors je vous lis cette explosion royale mentionnée dans les mémoires de Cellini. Alors, c'est un joli discours qui donne, disons, un peu de chair à ce rapport entre le commanditaire, un grand roi, et l'artiste à sa cour. Il est pourtant capital benvenuto, dit le roi. Et vous autres, quel que soit votre talent, vous devrez reconnaître que vous ne pouvez à vous seul montrer votre habileté et que vous ne prouvez votre grandeur qu'autant que vous en recevez de nous les occasions. Donc le pacte commanditaire-artiste est bien mis en avant par le roi. Vous devriez donc être un peu plus obéissant, un peu moins superbe et entêté. Je vous ai donné l'ordre formel, et je m'en souviens, de me faire 12 statues d'argent. C'était tout ce que je désirais de vous. Vous avez voulu me faire une salière, des vases, des bustes, des portes et tant d'autres choses qui me déconcertent fort. Quand je vois que vous avez laissé de côté tout ce que je désire pour vous occuper que de ce que vous plaît, si vous vous êtes mis en tête d'agir ainsi, je vous montrerai comment j'ai coutume de faire quand je veux qu'on agisse à ma manière. Je vous le déclare donc, appliquez-vous à exécuter exactement ce que je vous dis de faire, car si vous vous obstinez à suivre vos fantaisies, vous vous casserez la tête contre le mur. Tandis qu'il prononçait ce discours, les seigneurs demeuraient attentifs. C'était la cour, non? Comme il hochait la tête, fronçait les sourcils, gesticulait tantôt d'une main, tantôt de l'autre, chacun des assistants tremblait de peur pour moi, qui m'était promis de n'avoir jamais peur de rien. Alors cette remarque finale de Cellini fait voir aussi son petit caractère qui d'ailleurs ressort de tous ses écrits. Bien, alors, quelles sont toutes les autres choses que Cellini propose? Il y en a plusieurs. Les plus importantes sont la célèbre salière que vous voyez à gauche en haut. Je laisse toujours cette gravure qui représente l'état promis de ce Jupiter qu'on ne connaît plus, la nymphe de Fontainebleau que vous voyez en bas, puis il y a une statue colossale de Mars, dieu de la guerre, que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle n'a jamais été réalisée, mais on sait seulement que cette statue de Mars aurait dû avoir plus ou moins 40 mètres. Alors, vous voyez un peu les ambitions et aussi l'éventail des possibilités de Cellini. Une salière qui avait, je pense, 15 cm de hauteur, plus ou moins, et un Mars, dieu de la guerre, 40 mètres. Le Jupiter, tant souhaité par le roi,
seulement 2 mètres, et la nef de Fontainebleau, sur laquelle je dois revenir, qui a des dimensions un peu plus grandes que les dimensions nature. Il y a cette ambition qu'on pourrait désigner comme démiurgique chez Cellini, et qui est vouée, et c'est un peu ma thèse, à créer des simulacres habités par une force secrète. Je vais essayer de suivre ce fil, cette démonstration, cette hypothèse m'appartient dans ce qui se suit. Je proposerai enfin un épilogue à cette recherche en réinterrogeant aussi les œuvres florentines réalisées par Benvenuto Cellini après la fuite de la France, parce qu'il reste en France 4-5 ans. À un certain moment, il revient, et ce sera cet épilogue que je traiterai à la fin de ce cours, qui me semble cohérent avec cette ambition démiurgique, presque magique. Mais je commencerai par le Jupiter réalisé ou planifié pour François Ier. Cellini nous donne des détails importants quant à sa réalisation. 4 brasses, c'est-à-dire 2 mètres environ. Et on trouve ces détails tant dans sa vie, son autobiographie, que dans le traité sur la sculpture. Il en parle de la différence de la moule de bronze. Il s'agit ici d'une statue d'argent. Elle n'existe plus, mais la reconstitution, au moins théorique, est possible à cause de ces 2 appuis iconographiques et des écrits. Il parle aussi de la concurrence avec les artisans et les artistes français, qui apparemment ne comprennent rien, dit-il, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, si on lit tous les documents, on voit en effet qu'il y a eu un travail de collaboration avec les artisans français assez important. Il est en concurrence avec des copies des statues célèbres, notamment avec celles apportées à Fontainebleau par le détesté Bologna. Bologna, c'était le primatis qui faisait tout, dit Cellini, pour l'embêter. Ce n'est pas tout à fait vrai, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais le primatis, qui était au service du roi, était un agent artistique. Il allait en Italie pour apporter des statues anciennes. Et évidemment, Cellini est embêté d'avoir ces statues à l'antique ou italiennes à côté de ce qu'il voulait faire. Et la faute, c'est à Primaticcio. Alors ça, c'est clair, il voulait l'embêter. Bon. Puis il parle de la difficulté du martelage de plaques, d'argent, et surtout de l'assemblage de ces plaques afin d'obtenir un tout unitaire. Donc ici, plus ou moins, ces détails techniques sur lesquels je ne vais plus insister, mais qui sont sans doute importants. Je vais insister par contre sur un épisode célèbre de son autobiographie, la présentation et la mise en scène de cette œuvre une fois réalisée. Et là, le texte nous aide d'une façon extraordinaire parce qu'on assiste vraiment à la réalisation, on le dirait aujourd'hui, d'une installation. Donc Cellini ne fait pas seulement une statue en argent, il ne donne pas seulement les données techniques de l'assemblage, mais il est extrêmement attentif à la présentation publique de cette statue qui advient dans un contexte assez compliqué, d'où la longue citation qui va s'en suivre. Alors, il y a 2 épisodes. Le premier épisode, c'est la visite du roi dans l'atelier de Cellini qui était en train de réaliser ces statues. Le second épisode, c'est vraiment la présentation publique. Les 2 sont des grandes mises en scène et vous verrez tout de suite pourquoi. Quelques repères topographiques. L'atelier de Cellini à Paris se trouvait dans le Petit Nesle, un palais, un château qui n'existe plus aujourd'hui, de l'autre côté de la Seine, pas très loin du Louvre. Et parfois, le roi traversait le pont et venait dans son atelier pour voir ce que
Cellini faisait, pour le contrôler aussi un peu. Mais c'était un rituel, il ne venait presque jamais seul, il venait accompagné. Alors, la visite, pour voir un peu comment la réalisation de ces statues se passait. Alors, premièrement, c'est Cellini qui va lui rendre visite au Louvre parce qu'il a su que le roi était venu à Paris. Dès que Sa Majesté m'aperçut, il m'appelait gaiement, il me demanda si j'avais dans mon atelier quelque chose de beau à lui montrer, car dans l'affirmative, il s'y rendrait. Je lui racontai tout ce que j'avais fait. Le roi eut aussi une violente envie de voir mes ouvrages, et après son dîner, il amena avec lui Madame d'Étampes, c'était sa maîtresse, le cardinal de Lorraine, d'autres seigneurs, dont son beau-frère, le roi de Navarre, la reine sa sœur, le dauphin et la dauphine. De sorte que toute l'élite de la cour vint ce jour-là, chez moi. J'étais rentré au Petit-Nesle et je m'étais mis à travailler. Quand le roi fut à la porte de mon château, il entendit le bruit des coups des marteaux. Alors, si je vois bien, il attendait le roi. Il entend que le roi arrive, alors coup de marteau, pour démontrer un peu l'activité fébrile. Quand le roi fut à la porte de mon château, il entendit le bruit des coups de marteau et enjoignit à ses gens de se taire. Dans mon atelier, tout le monde bésognait, de sorte que le roi survint alors que je ne l'attendais pas, j'en doute. Il entra dans ma grande salle, et ses yeux tombèrent d'abord sur moi. Je tenais à la main une grande plaque d'argent destinée au corps de Jupiter. L'un de mes ouvriers travaillait à la tête, un autre aux jambes, et nous faisions un tapage assourdissant. Voilà ce que le texte dit. Il est en train ici de forger, comme d'ailleurs dans tout cet écrit, une auto-légende d'artiste qui sera d'ailleurs développé avec des instruments figuratifs, iconographiques, au XIXe siècle, lorsque la peinture s'empara de cette grande thématique de l'artiste, du génie, et va élaborer justement une iconographie des scènes importantes des vies des grands artistes italiens, ou pas seulement italiens. Alors je vous en montre deux qui concernent Cellini, il y en a sans doute d'autres. La mort de Léonard de Vinci dans les bras de François Ier a été réalisée par Ingres, mais aussi par d'autres. Mais la légende cellinienne. Deux images qui nous donnent, à travers l'imagination des artistes du XIXe siècle, voilà. Alors, Francesco Podesti, la visite. Alors, vous voyez un peu la mise en scène, le château, les gardiens, l'entrée. Donc, l'atelier est parsemé aussi d'autres œuvres d'art. Le roi, accompagné par la cour, et notamment par Madame d'Étampes, qui sera, j'anticipe un peu, la grande ennemie de Cellini. Alors là, rien ne joue entre les deux. Il vient, il contemple. Dans cette mise en scène de Podesti, mise en scène postérieure, il y a une confrontation assez intéressante entre le roi et la statue. Le roi et son double. Ils avaient la même hauteur, les 2 mètres. Alors là, il y avait un enjeu assez clair de la création d'une statue célébrative. On voit ce Jupiter nu, sans le voir dans une position frontale. On voit les aides de Cellini, Cellini qui le présente. Il y a un petit détail qui me semble important, et je vais revenir, et son importance va ressortir par la suite, c'est la position de ce Jupiter sur la sellette. Vous voyez, donc un des apprentis est en train de manipuler, comme pour le faire tourner sur lui-même, pour le faire mieux voir de tous les points de vue possibles. Mais par là, on introduit déjà quelque chose du mouvement de ces statues qui étaient
une statue, donc elle était statique, mais en principe, elle aurait dû être aussi animée. Donc on a ici donc, une ruse de ce genre. Une autre représentation du XIXe siècle. Alexandre Évariste Fragonard, François Ier dans l'atelier de Benvenuto Cellini. Je ne vais pas faire toute une description complète. On a les mêmes personnages, François Ier notamment. Son Jupiter, cette fois-ci, est démesuré. Il n'y a plus ce rapport de dimensions presque de l'égal à l'égal. Il est très grand. Par contre, il y a une insistance sur le mouvement. Alors, vous voyez, cette fois-ci, il y a même deux apprentis qui sont en train d'agir sur un dispositif d'animation. Et on voit aussi la duchesse d'Étampes dans une position un peu perplexe, peut-être, François Ier essayant de lui expliquer ou peut-être de la convaincre, si on comprend bien, sur la base des écrits que je vais citer tout de suite. Mais c'est enfin le fameux épisode de la présentation à la cour, et notamment dans la galerie même de Fontainebleau, où la statue sera déplacée, et pour cette galerie, les 12 statues qui n'ont jamais été réalisées étaient commandées. Le Jupiter a existé, il n'existe plus, il a été fondu à un certain moment, mais on a cette relation tout à fait passionnante qu'on trouve dans plusieurs documents, et notamment dans l'autobiographie cellinienne. On est fin janvier 1945, 4 ans après la commande. Alors voilà ce que l'auteur nous raconte vers sa fin de sa vie, lorsqu'il écrivait ou il dictait ses mémoires. Alors là, il s'agit vraiment d'une mise en scène tellement rusée, tellement raffinée qu'il faudra que je cite vraiment des passages assez importants. Et cette mise en scène raffinée vient aussi du fait que Cellini craignait le jugement négatif de la Cour, pas celui de François Ier, avec lequel il avait un rapport assez positif, mais la duchesse d'Étampes et des autres qui auraient pu tomber sous l'influence de son ennemi. Alors, je terminais avec des soins infinis, le beau Jupiter d'argent et son piédestal doré. Je le plaçais sur un socle de bois, peu apparent, monté sur 4 petites boules de bois dur. Ce dispositif est très important. Les 4 petites boules de bois dur, plus qu'à demi cachées dans l'encastrement à la manière d'une noix d'arbalète. Tout cela était si joliment ajusté qu'un petit enfant pouvait aisément, sans la moindre fatigue, faire avancer, reculer, tourner la statue en tous les sens. Donc, dans cette peinture, qui ne représente pas exactement l'épisode, on peut déceler encore quelques suites donc, de cette description. Quand je lui ai arrangé comme je l'attendais, je l'ai porté à Fontainebleau, où était le roi. Or, à ce moment, Bologna, donc Primaticcio, avait apporté de Rome ses statues, les avait fait avec beaucoup de soin, jetées en bronze. Je n'en savais rien, parce qu'il avait été mené en grand secret cette opération, et parce que Fontainebleau était à plus de 40 000 de Paris, il ne m'eût pas été possible de savoir ce qu'il se passait. Donc, il voit ça comme une cabale contre lui-même, donc les statues de bronze apportées par son ennemi. Je demandai au roi où il voulait que je mise le Jupiter. Madame d'Étampes, qui était présente, lui dit qu'il n'y avait pas de local plus à souhait pour cela que la belle galerie, donc la grande galerie de Fontainebleau, que je pense pouvoir maintenant montrer, pour voir un peu de quoi il s'agissait exactement. C'était comme, nous dirions en Toscane, une loggia, ou plutôt un vaste corridor,
car nous appelons loggia une pièce qui est ouverte d'un côté. Cette galerie longue de plus de 100 pas était ornée et enrichie de peintures, Rosso, Bologna, etc. J'en passe la description qu'il en fait, mais qui est importante pour comprendre le contexte de l'exposition et surtout de la présentation de sa statue. Dans cette salle, j'apportais mon Jupiter. Et quand j'ai vu tous ces grands préparatifs, combinés avec artifice, je me dis, à part moi, c'est comme si je devais me frayer un chemin entre deux rangées de pics. Que Dieu me soit en aide. Je mis ma statue à sa place, aussi aventureusement que je pus, et j'attendis l'arrivée du grand roi. Mont Jupiter, alors c'est intéressant, son Mont Jupiter, c'est d'ailleurs la façon dont Cellini traite de ses statues. Lorsqu'il fait son grand Persée, c'était son Persée, Mont Jupiter, c'était un peu comme ses enfants, si vous voulez, et ce n'est pas dépourvu de sens. Mont Jupiter tenait sa foudre de la main droite, il le décrit un peu, comme s'il lui voulait la lancer. Dans la gauche, il avait le globe du monde. Au milieu des flammes du foudre, j'avais fort adroitement caché un bout de torche en cire blanche. Madame d'Étampes avait retenu le roi jusqu'au soir pour me jouer de 2 tours l'un. Ou bien, en effet, le roi ne viendrait pas du tout, ou s'il venait vraiment, mon ouvrage, à cause de l'obscurité, paraîtrait moins beau. Mais, selon la promesse de Dieu qui protège ceux qui ont foi en lui, il arriva tout le contraire. Car, voyant qu'il faisait nuit, j'allumai la torche que j'avais placée dans la main du Jupiter, et comme si elle se trouvait un peu au-dessus de la tête du Dieu, la lumière tombait dans le haut en produisant un beaucoup plus bel effet que la clarté du jour. Le roi parut avec sa madame d'Étampes, avec le dauphin, son fils, aujourd'hui roi, avec la dauphine, le roi de Navarre, son beau-frère, madame Marguerite, sa fille, et plusieurs autres grands seigneurs, à qui madame d'Étampes avait fait la leçon pour qu'ils parlassent contre moi. Dès que je vis entrer le roi, j'ordonnai à mon ouvrier, Ascanio, de pousser doucement le beau Jupiter à la rencontre de Sa Majesté. Ce léger mouvement, que j'avais réglé avec quelque habileté, donna à la figure, d'ailleurs exécutée à la perfection, il n'était pas modeste du tout, vous voyez, l'apparence de la vie, et ça c'est important. Les antiques se trouvaient un peu en arrière, ce que Bologna, Primaticcio avait apporté, se trouvait un peu en arrière. Tous les yeux se portèrent avec grand plaisir sur mon ouvrage. Le roi dit aussitôt, « Voici à beaucoup près la plus belle chose qu'on ait jamais vue. Et moi qui aime les arts et m'y connais, je n'aurais pas imaginé la 100e partie de cette merveille. » Quant au Seigneur qui devait parler contre moi, il semblait qu'il ne pouvait se rassasier de faire l'éloge. Madame d'Étampes eut le front de s'écrier. En vérité, on dirait que vous n'avez pas Dieu. Ne voyez-vous pas que toutes ces belles figures de bronze, imitées de l'antique, qui sont là-bas, c'est en elles que se rencontre la véritable perfection de cet art, et non dans ces babioles modernes. À ce moment, le roi s'avança avec sa suite. Il donna un coup d'œil aux statues de Bologna. Comme elles étaient éclairées d'en bas, elles se présentaient mal. Celui qui a voulu jeter à la défaveur sur cet homme, dit alors le roi, lui a rendu un grand service. Grâce à ces admirables figures, on voit et reconnaît que la sienne est infiniment plus belle et plus merveilleuse. Il faut donc faire grand cas de Benvenuto, puisque ces ouvrages non seulement supportent la comparaison des antiques, mais encore les surpassent. Donc c'est un topos de toute réception de l'art de la Renaissance, donc la comparaison avec l'antique, qui dans ce cas met en avantage Cellini. Mais l'histoire ne finit pas ici. À cela, Madame d'Étampes répliqua que lorsqu'on verrait ma statue de jour, elle paraîtrait 1000 fois moins belle que de nuit. Encore faut-il considérer que j'avais placé un voile
sur cette figure pour en cacher les défauts. Il s'agissait d'un voile très léger que j'avais gracieusement jeté sur Jupiter pour lui donner plus de majesté. Installation, donc présentation. À ces mots, je le saisis, le voile. Je le soulevai par le bas, découvrant le beau membre viril du dieu. Et non sans laisser paraître un peu d'humour, je le déchirai tout entier. Madame d'Étampes pensant que j'avais fait cette exhibition que pour la narguer, et Sa Majesté s'aperçut de son indignation. De mon côté, ne pouvant plus retenir ma colère, j'allais prendre la parole quand le sage roi me dit dans sa langue, donc en français, avec autorité, « Benvenuto, je te défends de parler, tiens-toi donc tranquille, et tu seras récompensé 1000 fois plus que tu ne le désirerais. » Ne pouvant parler, je gesticulais avec véhémence, ce qui redoublait l'irritation et les murmures de Madame d'Étampes. Alors voilà, pour la petite histoire, mais aussi pour la grande histoire, la présentation d'un chef-d'œuvre aujourd'hui malheureusement disparu. Mais il faut que je souligne quand même la symbolique impériale de cette œuvre avec le globe du monde, foudre, la lumière, etc. Et puis, encore, si nécessaire l'est encore, la façon dont la lumière, le mouvement, l'antique, le voile, l'exhibition de la virilité du Dieu, qui peut paraître une ruse de mauvais goût, mais qui a son poids symbolique parce que Jupiter était François, et François était Jupiter. Il s'agit ici du pouvoir et de l'exhibition, disons aussi, d'un pouvoir génératif qui appartenait aux deux. Pour ne pas parler aussi, on le sait des documents, que ce Jupiter aurait dû s'opposer à une autre statue réalisée par des artisans français qui aurait représenté un Hercule, commandé par François Ier dans un moment de équilibre avec Charles Quint, pour le faire cadeau à Charles Quint. Hercule était le patron de la maison d'Habsbourg, patron de beaucoup de maisons, mais aussi de la maison d'Habsbourg. Alors, ce Jupiter François s'opposait à un Hercule Charles Quint, qui dépérissait lui aussi de par la comparaison. Alors, on a longtemps pensé que tout ce récit célinien était un récit inventé, et puis la vérité est que non, mais il est assez bien documenté, et le témoignage, on dispose d'un témoignage contemporain de l'ambassadeur Ferrare à la cour française, Giulio Alvarotto, qui présente presque dans les mêmes mots cette scène de présentation à laquelle il aurait assisté. Donc c'est vraiment un document assez important sur Alvarotto qui montre en effet que, au-delà de ce sursaut égocentrique de la part de Cellini, le contexte était exactement celui que l'autobiographie le décrivait. Important donc cette mise en scène d'un simulacre vivant qui ressort en effet de l'autobiographie et aussi d'autres témoignages contemporains. Second chef-d'œuvre, la nymphe de Fontainebleau. Il s'agit d'un projet réalisé sur la base d'une idée de François Ier, qui voulait, je le rappelle, ce sont des choses connues, que la porte dorée du château de Fontainebleau fût une entrée triomphale hors commun. Cellini contribua avec sa fantaisie, avec son savoir-faire, et, comme on le verra, avec quelque chose de plus. Il y a ici une histoire assez pénible du rapport entre artiste et modèle. Histoire assez connue du modèle Catherine, qui aurait siégé comme modèle pour la nymphe de Fontainebleau. Je résume cette histoire et l'ai racontée avec luxe de détails dans la biographie célinienne.
Je la résume. Catherine, c'était son modèle, aussi un peu sa maîtresse, mais un de ses apprentis, Pagolo Miceri, donc Pagolo Miceri, en tombe amoureux. Et Benvenuto Cellini est mordu par la jalousie lorsqu'il se rend compte, en effet, qu'entre son modèle qui lui appartenait, disons entre guillemets, et son apprenti qui lui appartenait aussi, il y a cette relation érotique, et il se venge. Il se venge d'une façon tout à fait cruelle, racontée dans ses mémoires. Il est forcé de se marier. Il dit, bon, vous vous aimez, mariez-vous. Il se marie, et quelques jours après le mariage, Catherine continue ses séances de pause, mais assujettie à son maître, continue à être sa maîtresse, et dit Benvenuto Cellini, maintenant c'est Paolo qui est le cornuto, pas moi, comme j'ai dit avant. Il est très, très heureux de pouvoir mettre le corne à son apprenti. Pas seulement. Il se venge aussi sur Catherine. Alors, je donne tous ces détails pour mieux comprendre l'œuvre. Il se venge aussi sur Catherine en la forçant à des positions de pose très, très difficiles, très incommodes, pour qu'elle souffre, la souffrance du modèle. Lorsqu'elle n'obéit pas, il la prend au cou, il la frappe. Et là, il y a des épisodes d'un sadisme vraiment extrême, jusqu'au point qu'on comprend entre les lignes que ce modèle maîtresse malmené par l'artiste et le sacrifice, la violence sur ce modèle, l'a fait presque passer dans le chef-d'œuvre. Il y a d'ailleurs une étude assez intéressante due à une Américaine, Nancy Vickers, The Mistress in the Masterpiece. Donc, la maîtresse dans le chef-d'œuvre. C'est comme un passage, justement, à travers ce scénario de sadisme, le passage du modèle vivant dans l'œuvre elle-même. Et en effet, dans le modélage et dans le récit de création de Cellini, on voit comment ce passage entre vie et matière dure, bronze, se passe d'une façon consciente, je dirais même cruelle. Il y a un épilogue à cette histoire qui m'a semblé significatif pour mieux comprendre l'optique, je ne dirais pas la sensibilité de Cellini, parce que j'en doute en effet de sa sensibilité, ou si on peut parler d'une sensibilité, c'est une sensibilité négative, chargée de violence. Mais pour comprendre ces enjeux, il s'agit de l'épilogue. À un certain moment, il n'est plus content avec Catherine, il la chasse d'ailleurs, il chasse aussi Pagolo, et il engage une autre jeune femme, modèle, une femme très simple, un peu farouche, 15 ans, brune. Il l'appelle Scorzone parce qu'elle était un peu rigide et peureuse comme ça. Et elle sera le dernier modèle. Avec Scorzone, ça se passe plutôt bien. Elle est son modèle et sa maîtresse, jusqu'au point, et c'est ça le point intéressant, qu'au moment où Scorzone, ce second modèle, l'aide à finir ce chef-d'œuvre, le modèle même tombe enceinte des amours de Benvenuto Cellini. Donc Scorzone sera mère du fils ou de la fille de Cellini. Donc là, il y a une métaphysique de l'engendrement, pour dire comme ça. Et d'ailleurs, il dira à la fin, lorsqu'il raconte toute cette histoire, voilà, Scorzone, le modèle, est enceinte, l'œuvre est finie. Jamais une œuvre tellement belle, dit-il, avec la modestie qui le caractérise, n'a été
réalisée. Mais c'est une réalisation qui voit en effet la mise en marge d'un processus de création biologique d'un côté et de création artistique de l'autre. Troisième chef-d'œuvre, et peut-être l'un des plus connus. Voilà, ce détail qui montre en effet comment dans le modélage de la nymphe de Fontainebleau, ce passage entre vie et bronze est parlant. Mais troisième chef-d'œuvre, la Salière. C'est l'œuvre la plus fameuse. Elle se trouve aujourd'hui au Kunsthistorisches de Vienne, après avoir été volée et retrouvée. Important, je veux m'arrêter tout de suite d'une façon un peu plus analytique, mais avant de le faire, il me semble significatif de souligner le fait que dans les textes, dans l'autobiographie, l'histoire de ces œuvres, donc de Jupiter, de la nymphe et de la Salière, s'entrelacent. C'est un entrelacement très significatif. Donc, il passe d'une œuvre à l'autre. Il y a dans les trois cette ambition de la création d'une vie ou d'un mouvement qui se réalise sur des paliers tout à fait différents. Il y aura une quatrième œuvre, j'en ai mentionné déjà au début, qui restera à l'état de projet, ce colossal Mars de 40 mètres qui n'est pas fini. Donc il y a les quatre, et les travaux de Cellini posent sur 4 pédales, donc les 4 œuvres, que j'en ai traité de 2, j'en traiterai encore des 2 qui nous restent. Mais pour l'instant, nous trouvons ici, devant la Salière, un Cellini en pleine faculté de ses dons d'orfèvre, c'était son métier, plus que sculpteur, et apparemment loin des ambitions sculpturales des autres œuvres. Alors l'histoire de la Salière, qui aurait dû être, je résume, dans un premier moment une œuvre pour le cardinal protecteur Ippolito d'Este, mais qui deviendra bientôt une œuvre à la gloire de François Ier, est très bien connue. Cellini insiste avec force sur sa paternité en ce qui concerne le programme iconographique, qui est très complexe. Là, il exagère un peu parce que probablement il y a eu d'autres idées entre-temps, d'autres conseillers qui l'auraient aidé à la réalisation de cet objet apparemment de dimensions réduites, mais d'une complexité extrême. Mais je voudrais vous faire un résumé de l'iconographie de cet objet exceptionnel à travers quelques citations de la biographie de Cellini lui-même. Voilà. Alors, c'est le moment où il termine ce projet sur lequel il avait insisté lui-même. Ce n'était pas exactement le roi qu'il aurait voulu, c'était pour Ippolito d'Este. Le roi, à la fin, l'accepte. Cellini le voulait beaucoup pour le roi, et puis il va le présenter. Alors, l'épisode, j'allais le voir, le roi, et lui porter la salière terminée. Comme je l'ai déjà dit, elle était de forme ovale, tout en or, travaillée au ciseau, et avait environ 2/3 de brasse. Comme je l'ai dit encore en parlant du modèle, j'avais représenté l'océan et la terre, assis l'un et l'autre, les jambes entrecroisées. Alors heureusement, les photographies modernes peuvent donner quelque chose de cette impression. Les jambes entrecroisées de l'océan et de la terre. Il faut faire attention, la traduction française est bonne cette fois-ci parce qu'on a choisi l'océan et la terre pour rendre le jeu masculin-féminin tellement important en italien. La terra, il mare, la terra féminine, il mare,
masculin. Dans le texte italien, c'est comme ça. Et puis le traducteur français, il a bien fait, il n'a pas dit la mer et la terre, ça aurait fait tomber justement quelque chose de très important. Il a dit l'océan, pour pointer justement sur ce entrecroisement du masculin et du féminin qui est tout à fait significatif. Donc, l'océan et la terre, assis l'un et l'autre, les jambes entrecroisées, par allusion au golfe qui pénètre dans les terres et au cap qui s'avance dans la mer. Et cette attitude était fort gracieuse. J'avais placé un trident dans la main droite de l'océan et dans sa gauche une barque très finement travaillée destinée à contenir le sel. Donc c'était une salière. Donc le sel était très important. Il y a aussi un côté symbolique, aussi des épices, des matières. On va le voir tout de suite. Au-dessous de cette figure avaient été 4 chevaux marins, ayant du cheval de la tête, le poitrain et les jambes de devant se terminant en poisson. Leurs queues s'entremêlaient agréablement. Sur ces groupes étaient assis l'océan dans une attitude triomphale. Autour de lui nageaient 1000 espèces de poissons et d'animaux marins. L'eau était représentée avec ses vagues, revêtues d'un magnifique émail qui leur donnait la couleur qu'elles ont dans la nature. Pour personnifier la terre, j'avais exécuté une femme de toute beauté, entièrement nue, comme la figure d'homme qui lui faisait vis-à-vis. Ce que Cellini ne dit pas, mais le commentateur doit le dire, qu'on a ici un héritage plastique, figuratif assez important, sur lequel justement Cellini se tait, celui de Michel-Ange. Seulement qu'il y a une réduction de la grandeur des figures couchées de la chapelle Médicis de Florence dans des dimensions réduites. Le passage d'une matérialité à une autre et une contextualisation dans un contexte symbolique qui n'est pas extrêmement séparé de celui de Michel-Ange, qui était aussi cosmique, mais dans des enjeux différents. Elle, donc la terre, tenait de sa main droite une corne d'abondance. Elle est, je pense, de l'autre côté, mais vous pouvez la voir. Dans la gauche, j'avais placé un petit temple, celui-ci on le voit, ionique, très finement travaillé, propre à contenir le poivre. Au-dessous de cette femme étaient figurés les plus beaux animaux que produise la terre. Les rochers sur lesquels elle reposait étaient en partie émaillés, en partie laissés en or. La salière reposait sur une base d'ébène qui l'encastrait. Cette base était d'épaisseur suffisante pour que je puisse y ménager une gorge décorée et autant de compartiments de 4 figures d'or, un peu plus qu'en demi-relief. Ces figures représentaient la nuit, le jour, le crépuscule. Michel-Ange, maintenant, est encore une fois présent d'une autre manière. Et l'aurore. Et entre elles s'entrelaçaient 4 têtes de même grandeur, images de 4 vents principaux en partie émaillés et ciselés avec tout le soin imaginable. J'arrête ici la description. Elle poursuit pour insister sur les interprétations postérieures. Donc on a pour longtemps considéré cet objet comme un objet de grand luxe, sorti de ce grand orfèvre de la Renaissance pour un grand prince. En lisant avec attention la description, mais en regardant aussi l'objet, on voit les enjeux symboliques cosmologiques. Des études plus récentes, j'en cite 2 ou 3, ont fait des avancements tout à fait importants dans la compréhension de la salière. Andreas Prater, par exemple, dans une étude charnière, a montré en effet qu'il s'agissait ici d'un programme cosmologique impérial. Donc la Terre, la mer, le rapport, les continents, les vents. Michael Cole, dans une étude encore plus récente, a insisté sur le symbolisme du sel
et du poivre, j'en passe. Donc si vous voulez consulter l'article puis le livre de Michael Cole, c'est important. Et une autre étude de l'allemand Carsten Peter Warnke a insisté sur la dynamique de l'utilisation effective de cet objet. Je dois éclaircir un peu. Dans la vision de Warnke, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, il s'agissait d'une œuvre plurifonctionnelle qui s'adressait premièrement à la vue, mais aussi au toucher, parce qu'elle était manipulée. D'après le rituel de table, celui qui avait le droit d'avoir accès au sel, premièrement, et de manipuler un objet de ce genre, était le roi. Donc c'était le roi qui pouvait donner, à la limite, un coup de pouce pour passer le sel à son voisin. Passez-moi le sel, votre majesté, voilà, le sel est à vous. J'en sais rien du rituel de François Ier, mais j'invente. Mais le roi était le manipulateur. Alors c'est clair. Et son fonctionnement, d'ailleurs, est souligné, mais pas dans la biographie, mais dans le traité de l'orfèvrerie au 12e chapitre, où, je ne vous donne pas maintenant la grande citation, Cellini dit qu'il avait installé au-dessous du socle quattro palottole d'avorio. On est dans le même mental des dispositifs qui bougent que Zeus, que Jupiter. Donc, 4 sphères d'ivoire cachées, mais qui permettaient le glissement de cet objet sur la table en l'imprimant donc un mouvement qui n'était pas géométrique, mais un mouvement de toute façon, un mouvement important. D'autant plus intrigue un passage peut-être un peu moins commenté dans la littérature assez riche sur Cellini, mais qui à mes yeux est tellement important, un passage de l'autobiographie qui fait suite, tout de suite après la présentation de l'œuvre au roi. Le roi dit, bon, c'est parfait, prends ton œuvre, peut-être que tu dois la perfectionner, mais ce sera pour moi. Et puis, Cellini raconte quelque chose d'assez étrange. Il reprend donc sa salière. Je le reporterai donc chez moi, donc c'est cet objet. Et c'est ça le passage le plus intéressant. J'ai invité de suite plusieurs de mes plus chers amis avec qui je fis le souper le plus gai du monde, avec la salière au milieu de la table. Nous fûmes aussi les premiers à nous en servir. Alors, moi, je trouve ces passages tout à fait extraordinaires. La souveraineté de l'artiste, peut-être que c'est un grand motif mis en avant aussi par des études, Kantorowicz en a parlé, mais c'est un geste symbolique. Cet objet qui aurait dû être manipulé exclusivement par le roi, c'était un cadeau pour le roi, presque en cachette, sera inauguré par l'artiste lui-même avec ses amis. Donc ce sera l'artiste qui donnera le coup de pouce, ce seront les amis qui vont jouir de ce bel objet dans ce repas extraordinaire. Quatrième objet, quatrième chef-d'œuvre. Il n'existe plus, ce chef-d'œuvre. Jamais réalisé. Il s'agissait de cette grande statue de 20 mètres, même plus, qui représentait le dieu Mars, qui aurait dû s'opposer de par ses dimensions, au moins à la salière. Cette statue de Mars est mentionnée plusieurs fois dans la vie et est décrite minutieusement dans le 7e et 8e chapitre du traité sur la sculpture. C'est une statue surdimensionnée qui s'inspirait de façon déclarée des colosses de l'Antiquité que Cellini aurait dû voir à Rome, tels Constantin le Grand, qu'on connaît seulement en fragments, mais d'autres, le colosse de Barletta ou d'autres. C'était sur ce modèle que Cellini avait conçu cette quatrième œuvre jamais réalisée.
Il est possible aussi, c'est un peu ma thèse, je ne l'ai pas trouvé dans la bibliographie sur Cellini, et je la revendique donc, il est probable que Cellini se fût inspiré aussi de l'ancienne iconographie astrale de Mars, telle qu'elle est présentée dans certains appuis iconographiques du XVe ou même du XVIe siècle. Il s'agirait donc d'une surenchère d'une iconographie impériale et de la domination astrologique. Il y a, comme dans les cas précédents, une iconographie postérieure du XIXe siècle qui montre quelque chose de la réalisation de ces statues. Lui, Joseph Griset, nous montre en 1845 François Ier dans l'atelier de Cellini en contemplant le modèle. Alors c'est clair, donc ce n'est pas la statue réalisée, c'est le modèle. Vous voyez le roi Mars dans une première variante, le roi et le sculpteur qui la présente. Là aussi, il y a ce dialogue entre roi et statue, ce face-à-face qui fait sens. Dans les traités sur la sculpture, Cellini décrit le passage du modello au colosse, ce qui se passe dans la cour intérieure du château du Petit-Nesle, donc vis-à-vis du Louvre, de l'autre côté de la Seine. Il le fait dans cette description donc, du passage du modèle dans la cour, parce que la grande statue n'avait pas de la place à l'intérieur. Il a fallu donc inventer ou la placer dans un espace extérieur. Ce qui me semble significatif est le fait que ce récit de passage du modèle à la statue grandeur nature, qui n'existe plus, se fait dans le texte en termes d'animation vitaliste, en soulignant les procédés voués, et je résume pour ne pas trop citer, mais Cellini le dit, de mettre de la chair, carne, sur le squelette, ossatura, et puis de la peau sur la chair, et encore une seconde peau. C'est comme s'il aurait voulu créer une sursculpture, donc un colosse dans une tradition qu'il n'a pas inventée. Et il y a encore un épisode, et celui-ci, je veux le citer, anecdotique apparemment, mais significatif. L'épisode de l'animation apparente du colosse. Voilà. Alors, cet épisode se trouve dans l'autobiographie de Cellini. Voilà. Je tiens à citer cet épisode parce qu'il y a tout le contexte, me semble important. Je pourrais le résumer, mais je préfère donner tout le contexte. Bon, je m'en voudrais de ne pas rapporter ici une indication sur la grandeur de cet ouvrage que nous devons nous imaginer entre les deux, plus ou moins. D'autant plus qu'il a vraiment de quoi rire. C'est un épisode comique, vous verrez tout de suite. J'avais interdit à tous ceux qui vivaient à ma charge d'amener des filles chez moi ou même dans les enceintes du château. Alors, bon, vous voyez, ces modèles, c'était maîtresses, mais les apprentis, bon, là, il y avait une interdiction. Bon, mais c'est son affaire. J'avais interdit à tous ceux qui venaient à ma charge d'amener des filles chez moi ou même dans les enceintes du château, et je veillais très soigneusement à ce que cet ordre fût observé. Mon jeune ouvrier Ascanio s'était amouraché d'une forte, belle jeune fille qui le payait de retour. Encore une histoire d'amour, vous voyez. Un soir, cette jeune fille s'enfuit de sa mère pour venir le trouver et ne voulut plus s'en aller. Ne sachant où la cacher, il eut l'ingéniosité, en désespoir de cause, de l'introduire dans la figure de mon dieu Mars et de lui installer de quoi dormir dans la tête même de la statue. Il y resta longtemps,
mais Ascanio la tirait parfois secrètement de là pendant la nuit. Cette tête était presque achevée, et un peu par vanité, je la laissais découverte, de sorte qu'on l'apercevait de la plus grande partie de la ville. Alors imaginez-vous le grand colosse au bord de la Seine, la ville. Les plus proches voisins avaient commencé par monter sur les toits, et beaucoup de gens accouraient exprès pour la voir. Or, mon château avait la réputation d'être hanté depuis les temps anciens par un revenant. Je n'ai jamais rien remarqué qui pût donner à croire que ce fût vrai, mais le peuple de Paris appelait universellement ce revenant l'Emonio Boreo, dit-il, probablement quelque chose, le démon bourreau ou le moine bourreau, on ne sait pas, il y a des hypothèses. La gamine, qui avait élu domicile dans la tête de la statue, ne pouvant empêcher qu'on ne vit parfois par l'ouverture des yeux un léger semblant de mouvement, certains de ces imbéciles ont conclu que le revenant était entré dans le corps de mon colosse et qu'il en faisait mouvoir les yeux et la bouche, comme si la statue eût voulu parler. Beaucoup furent épouvantés et s'enfuirent. Certains, mieux avisés, vinrent s'assurer du prodige, ne pouvant nier que les yeux de cette figure remuaient, et aussi affirmèrent qu'il y avait là un esprit. Ils ignoraient qu'en plus de cet esprit, ma statue, et c'est une jolie formule ici, ma statue renfermait un corps bien en chair. Bon, alors c'est étonnant de voir comment ce topos de l'animation, de la dynamique de l'objet sculptural reçoivent bien 4 formulations différentes dans les œuvres que Cellini a fait à Paris ou à Fontainebleau. Je pourrais terminer ici, mais je pourrais vous offrir un épilogue si vous avez la patience, 10 minutes encore. Bon, le retour. Donc, à un certain moment, Cellini décide de revenir en Italie. Il y a cette célèbre phrase que je viens de citer en ouverture de ce cours. Donc, il dit au roi, je dois m'en aller. D'ailleurs, le temps n'est plus le temps des statues sur le temps des guerres, donc le contexte guerrier était assez vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce qu'il dit, parce qu'il se met au service de Côme Ier de Médicis, mais il continue à être un grand artiste, mais au service d'un prince important et dans un contexte des tensions guerrières tout à fait claires. Il fera à Florence son grand chef-d'œuvre qui est le Persée, qui est un peu, si vous voulez, la réduction du grand Mars pour François Ier. Bon, une réduction. Le Persée avec socle ensemble à 3 mètres et quelque chose, donc il n'arrive pas à 20 mètres. Mais l'ambition est la même, il y a un symbolique du pouvoir. Je n'insiste pas sur ces chefs-d'œuvre, je voudrais donner une lecture peut-être un peu moins habituelle à l'autre œuvre importante qu'il fera à Florence, c'est le buste lui-même de Côme de Médicis. Vous le voyez ici, on est en 1545-47. Maintenant, le buste se trouve au Bargello, mais il a eu une histoire assez complexe parce que il n'a pas été exposé tout de suite à Florence et apparemment le duc lui-même aurait eu certaines difficultés avec cette figure un peu trop guerrière, trop agressive. Donc, comme de Médicis aurait dû, apparemment, il y a des sources, avoir une image de soi-même un peu plus pacifique. Donc, il y a d'autres qui en travaillent, Bronzino, une série de portraits. C'est une image d'un grand soldat, plein de force, avec ce regard terrifiant, donc la virtu des princes de la Renaissance s'incorpore dans cette buste. D'où aussi le fait que
la première place, le premier endroit d'exposition de cette sculpture, de ce buste, ne fut pas Florence, mais fut l'île d'Elba. On a beaucoup parlé d'un exil de ce buste sur l'île d'Elba. Bon, en jouant peut-être aussi avec le lieu commun de l'exil napoléonien, beaucoup plus tardif sans doute. Mais je ne sais pas si s'agit vraiment d'un exil. Donc, d'après mon opinion, il s'agit là d'un emplacement volontaire et significatif. Alors, en 2 mots, j'essaierai de vous dire de quoi il s'agit. Comme premier, être très attentif aux frontières de la Toscane. Et l'île d'Elba faisait partie des frontières de la Toscane. Vous le voyez ici dans une fresque due à Giorgio Vasari, en planifiant avec ses architectes et constructeurs la citadelle de Porto d'Ercole qui se trouve justement sur l'île d'Elbe. Et c'est là justement l'endroit où ce buste fut placé ou emplacé. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je pense qu'il faut reculer un peu à l'idéologie des fortifications, de l'architecture des fortifications de la Renaissance, telles que certains traités l'ont mis en avant. Le plus important d'entre tout est le célèbre traité de Francesco di Giorgio Martini, qui montre qu'une citadelle redouble pratiquement le corps du prince. La citadelle, c'est le prince, avec la tour principale qui est sa tête, etc. Donc cet anthropomorphisme me semble tout à fait significatif et je ne pense pas trop m'abuser si je vois la démarche de Cellini et celle de Combe de placer le buste sur la citadelle, de nous proposer un jumelage, disons, entre figuration de pouvoir dans une double hypostase, donc buste et citadelle, dans le sillage des traités. Donc il faudra s'imaginer quelque chose de ce genre, ou s'imaginer aujourd'hui même Porto d'Ercole, avec cette citadelle qu'on appelle la stella, parce qu'elle avait une forme d'étoile, et le buste là comme tête de cette fortification. Par là, ce topos de l'animation du corps de pouvoir, cette fois-ci un corps de pouvoir double, architectural et figuratif, reçoit une variante finale. Je vous remercie de votre attention et de votre patience pendant ces minutes.